Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le live psycho de ce soir. J'espère que vous me voyez bien. Je suis pas sûre qu'au niveau de la luminosité, alors je vais essayer de régler au niveau... Ah ben c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Il y a toujours un petit réglage au niveau de l'objectif à faire en début de live. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live psycho organisé par le Crous d'Aix-Marseille. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment bien. Moi, je vais vraiment très très bien et je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans ce live. Alors, j'ai voulu noter le numéro de ce live, mais je ne sais absolument pas où nous en sommes. Ce qui est sûr, c'est que nous avons dépassé les 22, 23, peut-être même 24e live. Donc, c'est assez dingue toutes les thématiques qu'on a pu aborder ensemble. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous connecter bien bientôt pour qu'on puisse démarrer ce live avec un peu de monde. J'ai besoin de vous pour interagir. Donc ça y est, je viens de voir que quelqu'un venait de se connecter. Je vais prendre un petit temps aussi pour me connecter sur mon ordinateur pour avoir vos commentaires. Donc n'hésitez pas entre-temps à me montrer que vous êtes là, à me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien clairement. Et à me faire un petit coucou. Alors hop, ça y est, sur l'ordinateur. Voilà, donc sur l'ordinateur, j'ai vu qu'il y avait l'image, elle était à peu près bien. Le son, normalement, c'est bon aussi. Dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien la vidéo pour qu'on puisse commencer dans les meilleures conditions. Bonsoir Audrey. Puis bonsoir à ceux que je vois sur les toutes petites images tout en haut de mon écran et que je ne reconnais pas forcément avec mes petits yeux. Mais voilà, ce soir on va parler d'un thème qui va forcément à un moment donné vous toucher de près si vous avez prévu d'entrer dans la vie active. C'est la question des faiblesses et des qualités, ou des défauts et des qualités. Vous voyez que moi j'ai mis le nom de faiblesse, mais on peut appeler ça défaut, et vous verrez qu'à la fin on n'appellera plus ça du tout comme ça, mais finalement on appellera ça que qualité dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce soir vous allez apprendre un maximum de petites astuces pour vos futurs entretiens d'embauche. Mais avant tout ça, je viens de voir qu'Émilie venait de se connecter. Émilie avait un oral samedi dernier. Émilie, est-ce que tu as envie de nous en parler? Bonsoir à toi, bienvenue dans ce live. On avait parlé justement de la préparation des oraux la semaine dernière. Donc est-ce que tu as pu tester quelques astuces? Est-ce que ça t'a aidé? Comment ça s'est passé? Et puis si t'as pas envie de nous en parler, il suffit juste que tu nous dises que t'as pas envie d'en parler et ça serait ok aussi pour le coup. Voilà, pendant que tout le monde arrive, je vois que ça commence un petit peu à arriver. On va attendre un petit peu que Émilie nous dise si elle a envie d'en parler ou pas. Parce que selon son expérience, elle n'a peut-être pas envie de nous partager ça. Et ça serait, encore une fois, totalement ok avec l'idée. Donc je rappelle un peu le principe de ces lives. Donc ces lives, c'est vraiment des temps d'échange. Donc le principe, c'est qu'à chaque fois, j'apporte un certain nombre de connaissances, de réflexions que je peux avoir moi en tant que psychologue sur un thème donné. Donc ce soir, la question des qualités et des faiblesses. Et puis le but, c'est aussi que pendant que je vous parle, vous n'hésitiez pas à interagir, poser des questions, même si j'ai toujours un petit temps de décalage pour voir les questions sur mon écran. Voilà, j'essaye à chaque fois de répondre un peu aux questions, donc n'hésitez pas, je vous en poserai aussi. Donc quand je vous invite à donner des infos dans les commentaires, n'hésitez pas à interagir avec moi. Le but, c'est que ça soit vraiment interactif. Le but, c'est qu'il y ait du lien un peu entre nous, parce que c'est toujours intéressant, pas que ce soit que moi qui parle. Sinon, après, petit problème de gorge, tout ça, si je parle trop. Donc n'hésitez pas à avoir aussi des questions, des choses qui vous taraudent, ou même des points que vous voulez que j'explicite un peu, ou sur lesquels je suis allée un peu vite, n'hésitez pas. Même si c'est par rapport au live précédent, voilà, je peux aussi répondre rapidement. Voilà, le but c'est pas non plus de refaire tous les lives à chaque fois, mais voilà, le but c'est d'être dans la thématique du soir. Mais si vous avez des questions par rapport au live précédent, n'hésitez pas aussi. Ok, alors il y a Gian Abidi qui vient d'arriver. Donc bonsoir à toi, bienvenue dans ce live. Ce soir, on va parler, donc comme je disais, des faiblesses et des qualités. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une thématique qui va forcément vous toucher à un moment donné. Et on verra à la fin de la présentation, notamment dans le milieu professionnel, il y a toujours cette question un peu piège dites-moi 3 de vos qualités et 3 de vos défauts. Vous voyez la question piège qu'on peut avoir tous à un moment donné dans des entretiens d'embauche, dans des entretiens pour des stages, et même dans des relations avec des personnes qu'on connaît peu,
ben, ça arrive des fois de dire ok, dis-moi, mais c'est quoi tes plus grandes qualités par rapport à ce truc-là, ou voilà, on peut être amené à en parler et donc c'est important de pouvoir se fixer par rapport à ça. Moi, ce pourquoi je l'aborde, c'est justement dans des coachings un peu plus pour les entretiens d'embauche et tout ça, mais il y a aussi évidemment des gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent travailler des défauts qu'ils ont. Et du coup, ben, on est amené à le travailler aussi en vision thérapeutique pour pouvoir, ou en développement personnel, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir dépasser des difficultés, parce que ben, on verra que finalement les défauts sont finalement la plupart du temps des freins qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Alors c'était des entretiens de master, ok. Vous vous rappelez, bah oui, je me rappelle quand même, c'était... je sais que je suis beaucoup plus vieille que vous, mais quand même, je n'ai pas encore Alzheimer, Émilie. Donc oui, je me rappelle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc ça s'est très bien passé, et j'en ai passé 2 autres, j'étais très tranquille, donc c'était cool. Et ben écoute, je suis ravie pour toi, Émilie. Si vraiment ça t'a permis d'être totalement ok avec ça, ben c'était vraiment chouette. Donc félicitations à toi, Émilie, pour ces beaux moments que tu as pu expérimenter et rajouter dans ta vie, dans tes expériences de vie. Ok, on va continuer. Donc le principe même d'une qualité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les lives, je l'ai saupoudré un peu à dose homéopathique dans plusieurs lives, mais pour moi, évidemment, il n'y a ni défaut ni qualité au sens où on l'aborde vraiment. C'est-à-dire que dans le sens commun, on a toujours cette histoire de défaut et qualité comme 2 choses qui s'opposent, comme 2 concepts qui seraient finalement, oui, c'est ça, totalement opposés, avec les qualités qui seraient une bonne chose et puis les défauts qui seraient une mauvaise chose. On a toujours cette vision manichéenne qu'on retrouve à plusieurs endroits dans notre culture et dans notre façon de percevoir le monde, avec le bon, le mauvais, et dans ce cas-là, la qualité c'est bien, et puis les défauts c'est pas bien. Sauf que en vrai, si on va voir la définition même de la notion de qualité, bien évidemment, la qualité, elle est ni négative ni positive en fait, c'est une caractéristique. On peut avoir une qualité qui, en fait, voilà, vu que la qualité c'est une caractéristique, et d'ailleurs je l'emploierai plutôt dans ce jargon-là de caractéristique, et bien du coup il n'y a pas de valence positive ou négative. Ce qui fait qu'on y attribue la valence de défaut et de qualité à valence positive, ben en fait c'est les conséquences qu'on imagine par rapport à ce trait de caractère. Et quand on parle de défaut et de qualité, on est sur des traits de caractère quand on parle d'une personne. Bien évidemment, un défaut d'une pièce et une qualité d'une pièce, on parle plus d'une personne, mais bien évidemment, dans ce live-là, je vais vous parler des personnes, principalement. Et donc, en fait, on est vraiment sur une projection de ce que peut donner comme conséquence comportementale, au niveau des attitudes, au niveau des pensées, au niveau du résultat, ce que c'est que cette caractéristique. Donc à chaque fois qu'on parle de défaut et de qualité, dites-vous que c'est passé par le filtre de vos croyances, de vos perceptions, de vos valeurs. Bref, c'est pas une information objective, c'est une information subjective. Le fait de dire par exemple la curiosité est un vilain défaut, c'est totalement subjectif en fait. Ce n'est pas vraiment un vilain défaut en fait. Le fait qu'on y attribue la notion de défaut, eh ben c'est parce que dans nos croyances, il peut y avoir que quand on est curieux, du coup, on pose des questions qu'on ne devrait pas poser normalement selon nos croyances de ce que c'est que d'être bien en société et des différents tabous qu'il peut y avoir. Et du coup, ben, les curieux s'attirent des ennuis ou posent des problèmes, donc ça devient un vilain défaut. Mais vous comme moi, on sait que la curiosité, c'est pas un vilain défaut. C'est une très belle chose aussi. Donc il y a vraiment cette notion où finalement le défaut et qualité, pour moi, on va le ramener vraiment à la notion de caractéristique. C'est une caractéristique de fonctionnement, d'attitude, de pensée, de croyance, bref, c'est une caractéristique. On est vraiment là-dessus et le fait qu'on y attribue une balance positive ou négative, c'est que par le biais ou le filtre de nos croyances. Ouais, ça vous parle? Très gentil de me demander de mes nouvelles. Bah c'est normal, Émilie, écoute, t'es une habituée, on te voit souvent, voilà, bah, c'est normal. C'est normal qu'on demande un peu des nouvelles, et c'est marrant parce qu'il y a même des endroits où les patients ou quoi me demandent de mes nouvelles à moi, et c'est normal en fait, c'est ce qui se passe quand il y a des relations dans le cadre professionnel qui se créent.
Donc pas de souci, je demande de tes nouvelles parce que ça m'intéresse en fait. En vrai. Ok, donc les caractéristiques, là quand on parle de qualité défaut, on est sur des caractéristiques de personnalité. Donc ça renvoie bien évidemment à ce concept-là, qui est le concept de personnalité. On en a déjà parlé dans un live précédent où on avait parlé de connaissance de soi et de qui suis-je et de tout ça. Donc on va en reparler un tout petit peu. Mais en tout cas, on peut déjà faire le ratio que quand on parle de caractéristiques de personnalité, donc de qualité et de défaut, on va avoir une pensée autour de la personnalité qui est double. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la personnalité se divise en deux, ce qui est de l'ordre de notre tempérament, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'inné. Alors vous êtes né comme ça fait partie de vos gènes, et ce qui est de l'ordre de l'acquis, de l'expérience, et donc là on parle de votre caractère. Donc on a d'un côté le tempérament, et de l'autre le caractère. Alors ça a été très très longtemps prôné, même je me souviens, je l'avais appris en études de psycho, hein, donc voilà, ça fait partie des choses qu'on étudiait à la fac, voilà, c'était présenté comme ça quand on parlait du concept de personnalité. Moi personnellement, quand j'accompagne une personne, le concept d'inné et d'acquis, maintenant on en parle de manière totalement différente parce qu'on sait que même ce qui est génétiquement programmé, de toute façon ne s'exprimera que si l'environnement est propice à cette expression-là la plupart du temps. Ou alors si c'est vraiment des gènes en béton, quoi. Vous voyez, donc la différence inné-acquis, aujourd'hui on a tellement évolué sur ce concept-là qu'on ne peut plus vraiment faire cette différence. Moi, pour moi, dans tous les cas, nos caractéristiques, donc nos qualités, pour moi, nous les avons apprises. Dans tous les cas. Donc la notion de tempérament disparaît un peu dans ma façon de pratiquer et d'approcher finalement la notion de personnalité. Donc on ne parlera pas forcément de tout ce qui est génétique, on va en parler encore un tout petit peu sur un point juste après, mais pour moi le but c'est de dire ok, vu que ce sont des caractéristiques qui pour moi sont apprises, bah, du coup on peut les modifier, on peut les changer, on peut apprendre d'autres choses, on peut évoluer par rapport à ça. Parce que si c'est inné, bah, du coup on peut rien faire. Vous voyez, enfin si c'était vraiment, si j'étais dans ce paradigme-là de bah, la personne elle est comme ça, bah du coup pourquoi je travaillerais? Puisque de toute façon si elle est comme ça, je peux pas changer ses gènes directement. Vous voyez, il y aura un paradigme qui ne me permettrait pas d'être opérationnel et de pouvoir agir. Donc dans ce cas-là, ça m'aiderait pas. Donc pour moi, on est vraiment sur de l'apprentissage. Et puis je suis psychologue social, donc ça a plus de sens pour moi de le penser comme ça que de le penser avec un paradigme d'inné, le côté inné. Donc il y a aussi un deuxième champ de théorie au niveau de la personnalité. Désolée, je regarde mes notes en même temps, j'espère que ça vous gêne pas trop au niveau du visuel. Mais en tout cas, il y a un autre champ d'exploration de la personnalité qui est le champ où finalement la personnalité serait... Alors, il y a deux types de théories. Donc, il y a les théories des types, avec des types de personnalité, donc des typologies, donc des ensembles de caractéristiques, de qualités, de défauts qui seraient associés au sein même d'un profil, quelque part. Et c'est ce qu'on entend un petit peu quand on dit, on en parlait une fois, on disait, oui, mais toi, t'es bélier, du coup, tu dois être comme ci, comme ça, comme ça. Et bien, on est clairement dans un paradigme ou dans une façon de voir au travers des types. Vous voyez, quand on dit t'es bélier donc t'es comme ça, ou t'es capricorne donc t'es comme ça, et bien en fait c'est attribuer un certain nombre de qualités et de défauts à la personne en fonction d'un caractère ou d'un critère qui ne dépend pas forcément directement de son expérience, de ce qu'elle a pu faire, mais de quelque chose d'autre, lié justement à un côté un peu inné. Parce que le signe astrologique, on nous l'attribue en fonction de notre naissance. Donc ça, on ne l'a pas forcément choisi. Ça ne dépend pas forcément de notre expérience. De notre expérience de naissance, mais la marge de manœuvre est un peu light. On ne peut pas changer de signe astrologique comme ça. Donc, vous voyez que dans la théorie des types, il va y avoir toutes les théories du type, justement, voilà, le côté astrologie, le côté énéagramme aussi. Je ne sais pas si on avait déjà parlé dans ces lives d'énéagramme. Moi, je sais que j'ai fait une formation en énéagramme, donc c'est une façon de penser les personnes justement en déterminant des profils de personnalité qui auraient du coup, qui se seraient formés justement en fonction d'un certain type de blessure ou
de fragilité, et qui du coup développerait un certain nombre de caractéristiques comportementales, d'attitudes et tout ça. Donc je vous parlerai pas forcément beaucoup plus de l'énéagramme ici parce que c'est pas le propos, mais si vous voulez on en reparlera une autre fois parce que c'est quand même intéressant, même si, bah, comme toute théorie, comme toute approche théorique, bah, elle a des limites, bien évidemment, mais c'est toujours intéressant. Moi je m'en sers comme métaphore avec mes patients. Bref, je vous embête pas plus avec l'énéagramme, mais vous voyez que finalement on est sur des types, vous voyez, des types. Quand on dit quelqu'un est psychotique ou névrosé, on est aussi sur des types. Vous voyez, c'est-à-dire que on attribue à quelqu'un une case. Vous voyez, on met une personne dans une case d'où elle ne pourra pas sortir, pardon, d'où elle ne pourra pas sortir parce qu'elle est comme ça. C'est sa typologie. Voilà. La deuxième façon de voir les choses, c'est de dire que la personnalité, on aurait des traits de personnalité. Donc ça, c'est une façon de penser un peu différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une case, on a certains traits de personnalité, certaines caractéristiques qu'on peut identifier, qu'on peut même classer, hein, c'est un peu la théorie des Big Five. Bon, bref, je ne vais pas vous perdre dans la psycho, dans les théories de psycho, mais bon, si un jour vous avez envie d'aller voir la théorie des Big Five, voilà, ça regroupe 5 grandes catégories de traits de personnalité. Et du coup, ça permet en fait de se dire qu'on a une personnalité qui rentre plutôt dans une forme de catégorie, mais c'est moins catégorique pour le coup que le côté type. Vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes bélier, ou vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes selon l'énéagramme de type 6 ou 1, ou voyez, on est vraiment sur des choses différentes. Bon, bref, je vous perds pas avec ça. Dites-moi si je vous ai perdu. Le but, c'était de refaire un petit point sur la personnalité. Mais en tout cas, c'est juste de prendre en considération que vos qualités et vos défauts sont des composantes essentielles pour définir votre personnalité. Et donc, même votre personnalité, c'est une combinaison de l'ensemble de vos caractéristiques, donc de vos défauts et de vos qualités, mais aussi de toutes les autres caractéristiques qui ne rentrent pas forcément dans la classification que vous faites de vos défauts et de vos qualités. Vous voyez, parce que défauts et qualités, c'est un peu comme si c'était des caractéristiques, mais qui sortent un peu de la norme, qui sont un peu plus visibles, en fait. Quand vous décrivez une de vos qualités, ben, j'imagine que vous mettez pas la qualité respiratoire, par exemple. Votre capacité à pouvoir respirer. Bah non, parce que vu que tout le monde le fait, ça devient ni une qualité, ni un défaut. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a ce truc-là où il faut faire vraiment... ce truc-là, finalement, ce qui fait votre personnalité, ce sont l'ensemble de vos caractéristiques, y compris vos qualités et vos défauts. Donc le but, c'est pas de les gommer, bien au contraire. Parce que si plus personne n'a de qualité ni de défaut, ben en fait, on est tous pareils et du coup, on n'a plus de personnalité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça qu'à l'adolescence, la plupart du temps, nos défauts et nos qualités sont un petit peu exacerbés parce qu'on est aussi en quête de personnalité, on se cherche à cet endroit-là, il y a énormément de modifications de la personnalité et on est en pleine construction de sa personnalité à ce moment-là. Du coup, nos défauts et nos qualités sont exacerbés parce qu'on est en phase de différenciation. Vous voyez, on peut faire des rapports aussi comme ça. Ok. Donc, gardez, si je voulais que vous gardiez qu'un seul truc en tête, c'est que vos qualités et vos défauts participent grandement à votre personnalité, même si ça ne vous plaît pas, même si, voilà, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Et puis, gardez en tête que qualité, au final, c'est positif et négatif en même temps. En fait, qualité égale caractéristique. D'accord? Donc nous, pour histoire de ne pas se tromper, on gardera la nomenclature qualité-défaut avec l'idée qu'en fait, qualité, c'est pas exactement ce que ça veut dire dans la vraie définition, mais c'est l'usage qu'on en a dans le sens courant. Et puis on gardera la notion de caractéristique qui englobe tout ça. Ok pour vous? Ah, Émilie me dit tout va bien. Eh bien, tant mieux. J'avais peur de vous avoir perdu. Ok. Donc, d'où elles nous viennent ces qualités? Bien évidemment, comme à chaque fois, vous allez m'entendre dire la même chose, c'est-à-dire que vos qualités, vos défauts sont venus de par, effectivement, la personne que vous êtes. Hein. Il peut y avoir effectivement le côté un petit peu inné, éventuellement. Éventuellement, il peut y avoir un peu de ça. Mais bien évidemment, vos qualités et vos défauts, en tout cas vos caractéristiques de fonctionnement, sont venus par rapport à
votre empreinte de votre environnement, votre empreinte éducative, la manière dont vous avez été, dont on vous a élevé, la manière, enfin les choses que vous avez vécues, votre expérience, les influences de vos parents, vos frères et sœurs, votre grand-mère, les voisins, vos maîtresses d'école, vos premiers amours, enfin bref, toutes ces personnes que vous avez croisées, mais aussi la télé, a fortement influencé votre manière d'être, vos qualités, vos défauts. Donc tout ça, tout l'environnement, et vous aussi, ont permis à certaines caractéristiques de se renforcer. Et après, votre côté jugement de vous-même et le côté jugement de l'extérieur est venu dire ça c'est une qualité, ça c'est un défaut. D'accord? Mais dans l'absolu, c'est juste des caractéristiques qui se sont un peu affirmées en contraste finalement avec d'autres personnes chez qui ces mêmes caractéristiques se sont moins affirmées. Si ces caractéristiques se renforcent pour tout le monde, du coup ça n'en fait ni une qualité ni un défaut. Vous voyez, c'est vraiment une caractéristique différenciante. Vous voyez? C'est ce qui fait notre personnalité. Donc il y a vraiment le côté différenciation. Ok, avant que je continue, je vous invite vraiment à prendre un papier et un stylo ou un crayon. Prenez ce que vous voulez pour écrire. Vous pouvez même écrire avec un rouge à lèvres, avec ce que vous voulez. Écrire sur votre téléphone, j'en sais rien. Écrivez vraiment avec ce que vous voulez. Mais je vais vous demander d'écrire tout de suite, avant qu'on poursuive, justement la fameuse question qu'on vous pose en entretien d'embauche. Quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts? Notez-les maintenant et on les reverra plus tard. Prenez vraiment quelques secondes là pour les écrire. Et comme ça, on en reparlera plus tard, si ça vous va. Je vous laisse quelques secondes. Alors, il y en a qui sont partis chercher le stylo, chercher la feuille, chercher... Ok, prenez vraiment le temps, il n'y a pas de souci. Et notez-les maintenant, parce qu'on va les utiliser après. Et vous risquez sinon d'être influencé par ce que je vais dire maintenant, si ce n'est pas encore le cas par rapport à ce que j'ai dit déjà. Donc, pour moi, encore une fois, défaut et qualité, c'est les deux phases par exemple, d'une même pièce. Et en fait, chaque caractéristique peut être caractérisée comme un défaut et comme une qualité. Donc, notez maintenant vos qualités, vos 3 qualités et vos 3 défauts, un peu comme si c'était un employeur qui vous le demandait. Vous voyez, imaginez que demain, je vous fais passer un entretien d'embauche, je vous pose la question, bon, mais maintenant, quelles sont vos 3 qualités et quels sont vos 3 défauts? Selon vous, bien évidemment. Et du coup, vous le notez, comme si on était en recrutement. Ok. Donc, on a dit tout à l'heure que il y avait l'éducation, du coup, qui influençait énormément ces caractéristiques et l'émergence de ces caractéristiques et l'installation de ces caractéristiques. Donc, elle les influence de 2 manières. Soit elle les favorise, parce que selon le milieu où on est, ces caractéristiques sont plutôt connotées positivement. Soit elle les réprime, parce que ces caractéristiques sont connotées négativement. Donc on est vraiment, encore une fois, sur des représentations sociales, sur des croyances, sur des choses. Et ça, c'est très important, parce que si on reprend... Alors, il y a un TEDx qui a été fait, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui me cherche tous les TEDx en même temps, et qui met la référence TEDx. Donc, c'est un TEDx de Faisal Hafidi. Voilà, c'est TEDx Casablanca qui commence par 5 qualités... Alors, je crois que ça s'appelle 5 qualités qui font qu'on échoue à l'école, mais qu'on réussit dans la vie. Je crois que c'est ça. Et du coup, il dit exactement ce que je vais dire là. Donc vous pourrez aller le voir quand même, parce qu'il l'explique très bien et c'est vraiment chouette et ça vous fera de la répétition. Mais en attendant, je vais vous donner maintenant ce qui pour lui fait justement partie de ces 5 caractéristiques, ces 5 qualités qui font que vous échouerez à l'école, mais que vous réussirez dans la vie. Et je trouve cette approche très juste, dans le sens où, si vous regardez bien les gens qui ont vraiment réussi dans la vie, on en parlait déjà l'autre jour quand on parlait de la peur de l'échec, mais si vous regardez les gens qui ont vraiment réussi dans leur vie, en fait, très souvent, c'est des gens qui n'ont pas cartonné à l'école, en fait. Hein. C'est des gens qui, concrètement, si on regarde leur bulletin de notes et si on regarde les appréciations des profs sur leur carnet, quand ils étaient petits ou même à la fac, ou quand ils sont allés à la fac, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas accédé justement aux études supérieures,
et ben en fait on a des appréciations qui sont clairement négatives en fait. Donc selon Faisal Hafidi, donc quelles sont les 5 caractéristiques qui font qu'on échoue à l'école mais qu'on réussit dans la vie. Donc c'est les caractéristiques et les qualités qu'il a pu repérer chez ces personnes qui réussissaient. Donc il y a Einstein, il y a Erickson qui est quand même le père de l'hypnose, donc c'est pour ça que moi ça me parle, parce que forcément, enfin le père, pas de l'hypnose, mais de l'hypnose moderne. Il y a Sir Emmanuel, il y a Steve Jobs, enfin voilà, des gens qui ont réussi dans leur vie mais qui sont très différents finalement. Il a pu repérer 5 caractéristiques communes chez ces personnes. Donc première caractéristique, c'est la passion. Ils sont passionnés par leur truc, ils sont passionnés par ce qu'ils font eux. Ils sont pas passionnés par tout dans le monde, mais par toutes les thématiques, ils sont passionnés par leur thématique. Et si vous en parlez avec eux, ils sont passionnés par leur thématique. Si vous essayez de parler avec eux d'autres choses, peut-être que, en fait, ils redeviennent des personnes lambda à cet endroit-là, et en fait, ils y connaissent rien, et c'est pas gênant. Ils sont passionnés par leur thématique. Et ce que Faisal Hafidi dit dans son TEDx, c'est que, au niveau de la scolarité, en fait, on vous demande d'être bon partout, en tout cas de vous intéresser à tout, et de faire absolument le même effort partout. Sauf que dans la vraie vie, les gens qui réussissent sont des gens qui ne font pas des efforts partout, ils font des efforts que là où ils sont passionnés. Et le fait d'être passionné, ça va les amener à aller plus loin, à faire des recherches complémentaires, à passer tout leur temps dessus, et c'est comme ça qu'ils vont devenir des experts dans leur domaine. Sauf que notre système scolaire, vous ne pouvez pas choisir vos matières, en fait. Vous ne pouvez pas choisir de prioriser l'histoire géo parce que ça vous passionne, ou je sais pas, la physique, parce que vraiment, il n'y a que ça qui vous intéresse, et laisser totalement tomber le reste. Non, dans notre système scolaire, vous devez vous intéresser à tous les sujets. Et donc ça, c'est ce qui explique que les bons élèves à l'école, ceux qui marchent bien, c'est ceux qui s'intéressent à tout, parce que du coup, ils auront des bonnes notes partout. Sauf qu'en fait, ceux qui réussissent vraiment dans la vraie vie, c'est pas forcément les personnes qui s'intéressent à tout, mais c'est les gens qui s'intéressent de manière vraiment passionnée à un sujet précis. Ouais, jusque-là, tout va bien? Donc, vous voyez que finalement, la qualité d'être passionné, c'est ce qui permet à ces personnes-là d'exceller dans leur domaine, mais c'est ce qui les amène à un échec scolaire, clairement. Vous voyez, donc vous voyez que là, on est sur une qualité, une caractéristique qui sert dans un contexte et qui dessert dans un autre. Faisal Hafidi aussi explique que, justement, par rapport au fait d'être passionné, les personnes peuvent même être bridées ou réprimées dans cette stratégie de sélectionner que les choses qui les intéressent, parce que au moment des coefficients, peut-être que ce qui les intéresse, du coup, a un coefficient tout pourri pour la note générale. Donc du coup, ça peut leur donner la croyance que ce qui les intéresse est nul, et pas intéressant, et pas important, et donc finalement de réprimer leur stratégie de se concentrer que sur un truc. Deuxième caractéristique que Faisal Hafidi, je vais vous faire les 5 dans tous les cas, parce que je trouve ça intéressant même pour vous, pour le coup, là où vous en êtes. La deuxième caractéristique qu'il décrit, c'est la notion de curiosité. Donc, bien évidemment, les personnes qui sont passionnées par un domaine sont aussi curieuses d'aller découvrir ce domaine, d'aller justement travailler sans compter sur ce domaine-là, de pouvoir vraiment explorer le sujet à fond, poser plein de questions, bref. Si vous appliquez ça dans le domaine de la scolarité, ça donne des personnes qui vont sans arrêt effectivement travailler beaucoup plus par rapport au domaine qui les passionne, et du coup ils vont faire des dissertations vraiment qui sont très 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 poussées, sauf qu'en fait c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas d'avoir une réflexion originale et très poussée dans le domaine, on leur demande juste de répondre à la question avec les éléments qu'on leur a donnés, pas forcément d'aller chercher des éléments à l'extérieur. Je parle surtout de l'école, pour le coup. Je parle pas des études un peu supérieures, mais même dans les études supérieures, il y a énormément de matières où en fait on vous demande de redonner, de recracher quelque part le cours qu'on vous a donné. Et pas forcément d'être curieux, même si on vous dit il faut absolument lire tel et tel bouquin, machin. Voilà, déjà combien le font. Déjà les bibliographies, faut voir à quoi elles ressemblent. J'ai même à un moment donné, j'ai même posé la question à un de mes profs. Je me souviens, j'ai eu l'audace de poser cette question à un de mes profs un jour, dire mais est-ce que vous avez lu tous les livres de la bibliographie que vous nous avez donnés?
Et en fait, il m'avait dit que non, en fait. Donc, vous voyez que finalement, ça pousse pas à la curiosité. Vous voyez, donc c'est vraiment... La curiosité, c'est une des caractéristiques qui font que les gens réussissent et cartonnent plus tard dans le milieu professionnel et même professionnellement. Je ne parle pas que des gens qui vont révolutionner le monde, hein, qui vont faire une théorie de la relativité ou quoi. Mais même dans votre milieu professionnel, on va s'attendre, on va chercher comme qualité professionnelle que vous soyez curieux, que vous vous intéressiez dans le domaine que vous êtes en train d'explorer ou d'aborder. Je ne sais pas si vous êtes par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans le social, on va vous demander par exemple de vous intéresser à l'état des lois ou dans votre milieu. Ou si vous êtes dans le médical, on va vous demander de vous tenir au courant des nouvelles techniques qui sortent, des choses comme ça. Donc en fait, on va vous demander cette qualité de curiosité, alors qu'en fait, à l'école, en fait, cette curiosité, on la favorise pas trop, en fait. Les bibliographies, j'avoue que je les regardais 3 jours avant le contrôle. Ouais, mais tu regardais que la bibliographie. Tu regardais pas forcément, tu lisais pas forcément les livres. En fait, c'est Émilie qui dit les bibliographies, je regardais 3 jours avant le contrôle. Bah ouais, enfin, vraiment, les bibliographies, non, mais je vais pas en parler, en fait. Je préfère ne pas m'afficher sur ce point-là. En tout cas, voilà, la deuxième qualité, donc, c'est la curiosité. Et Faisal Hafidi dit dans son TEDx que, justement, les appréciations qu'on retrouve sur les bulletins, eh ben, c'est par exemple les notions de hors-sujet. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse à tout, va répondre de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on lui a demandé, et du coup, bah, à la fin, il se retrouve hors sujet, parce que hors sujet par rapport à ce qu'on attend de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas vraiment à la question, en fait, mais ça veut dire qu'il y répond avec des concepts tellement éloignés du niveau attendu, que du coup, bah, en fait, il se retrouve hors sujet, alors qu'il a peut-être pondu une théorie qui révolutionnerait la planète. Vous voyez, donc, deuxième qualité, du coup, la curiosité. Troisième qualité des gens qui échouent à l'école mais qui réussissent dans la vie, c'est le fait d'être orienté objectif. Être orienté objectif, ça oblige quelque part déjà à se fixer un objectif, clairement, et puis après à sélectionner de manière stratégique les efforts que l'on va fournir par rapport à son objectif. Clairement, ça va être si par exemple mon objectif, c'est d'aller sauver des gens, de devenir médecin et d'aller sauver des gens au malaria, par exemple. Non, Malawi, malaria. Non, Malawi, ça sonne beaucoup mieux que malaria. Je crois que malaria, c'est une maladie, justement. Mais en tout cas, si je veux aller dans un pays, on va dire exotique ou éloigné, étranger en tout cas, pour aller sauver des gens, et ben mon objectif, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'être le premier de la classe en CP? Ça change rien. Stratégiquement, vaut mieux que je sois le dernier, mais que je mobilise mon effort, mais que à côté, je prenne du temps pour jouer, pour développer ma confiance en moi, parce qu'il va m'en falloir finalement quand je vais aller faire cette mission-là. Voilà, vous voyez, si finalement d'être orienté objectif, ça va vous permettre de doser votre effort. Et on va se retrouver du coup, comme les gens passionnés, à sélectionner les matières et à favoriser des matières qui sont importantes pour l'objectif final. Alors que, encore une fois, le fait que vous sélectionniez des matières par rapport à votre objectif final, c'est pas du tout accepté, ou en tout cas pas du tout valorisé dans le système scolaire actuel. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Et puis, enfin voilà, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on est orienté objectif. Dans le milieu professionnel, aujourd'hui, dans la manière de traiter les approches managériales, ou peu importe, quelle que soit la boîte dans laquelle vous allez être, on est de plus en plus orienté objectif. C'est la technique, ou en tout cas la démarche que l'on applique par rapport à l'atteinte justement des objectifs de la société ou de l'entreprise. On va vous demander justement d'avoir des démarches qui soient pertinentes, efficientes, qui justement, de ne pas finalement vous disperser dans tout, mais de cibler vraiment de manière très concrète le meilleur chemin pour ne pas perdre son temps, ne pas faire perdre de l'argent à l'entreprise et atteindre de manière efficace l'objectif. Donc on va être là-dedans. Donc on vous demande des qualités dans le milieu professionnel qu'on ne vous permet pas de développer dans le milieu scolaire. Des compétences vraiment, des qualités en fait. Donc quatrième qualité qui est nécessaire pour pouvoir réussir dans le milieu professionnel, c'est la notion de créativité.
J'en ai beaucoup parlé dans les lives, parce que pour moi, ça me semble vraiment une qualité qui est très importante, notamment dans l'accompagnement thérapeutique, et je favorise énormément la créativité chez les personnes que j'accompagne, parce que justement, c'est là où on va trouver des solutions. Encore une fois, on est orienté objectif, orienté solution dans mon approche. Donc, on est là-dedans, et donc la créativité est très importante. La créativité, c'est ce qui va faire que vous allez trouver des solutions à certains problèmes, c'est le fait de justement trouver une nouvelle approche, c'est le fait de pouvoir être visionnaire, de pouvoir imaginer les conséquences de ce que vous êtes en train de mettre en place là, de pouvoir vous projeter dans le futur par rapport à un projet. Donc c'est vraiment des qualités qu'on va attendre de vous dans le milieu professionnel, surtout dans les milieux, voilà, vous êtes étudiant, donc vous allez aller sur des métiers où on va vous demander ce genre de qualité, et pour autant, encore une fois, la créativité au niveau scolaire, c'est un peu compliqué. Faisal Hafidi, justement, rappelle que 95%, il y a une étude qui serait sortie qui dirait que 95% des personnes les plus créatives de la planète ont moins de 5 ans. Qu'est-ce qui se passe après? Les personnes sont éduquées. L'éducation, en fait, vient brider la créativité, vient donner des process et des habitudes et des choses qui sont acceptées, pas acceptées, et qui, du coup, vous empêchent d'être vraiment en pleine possession de votre créativité. Je me souviens, en psychologie sociale, on avait étudié justement une étude qui disait qui était juste à la base d'un trombone, et on demandait à des personnes de tout âge de pouvoir imaginer autant de possibilités, de choses qu'elles pourraient faire avec ce trombone. Et en fait, on voyait que les adultes, sont hyper bridés dans leur créativité. Ils imaginent qu'ils peuvent mettre des feuilles, ils imaginent qu'ils peuvent l'ouvrir et le refermer, éventuellement. Ils imaginent qu'ils peuvent peut-être crocheter une serrure parce qu'on a vu ça dans un film. Ils imaginent... Vous voyez, il y a un certain nombre de trucs, mais un enfant, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire un instrument de musique, il peut en faire une arme, il peut en faire tellement de choses, un enfant. Un enfant avec un trombone, c'est mieux que MacGyver, que vous n'avez probablement pas connu. Mais en tout cas, il a énormément d'idées sur ce qu'il peut faire avec ce trombone. Moi, je vois mes enfants, mais comment ils détournent tous les objets de la maison. Mais avec mon mari, des fois, on est un peu en mode waouh, j'y avais pas pensé. Bah oui, parce qu'en fait, on est éduqué, on a une certaine catégorisation et une certaine imagination bridée de ce qu'on peut faire avec chaque objet. Et du coup, le fait de les utiliser de manière conventionnelle de cette manière-là, on n'imagine pas que ça peut être utilisé d'une autre manière. Par exemple, la dernière fois, je travaillais justement sur la fiche produit avec une patiente qui imaginait que son produit, ça pouvait être une cocotte minute. Je lui dis, mais en fait, avec une cocotte minute, on peut faire plein de choses. Bah oui, on peut cuire des légumes, on essayait de chercher ce qu'on pouvait faire. On peut cuire des légumes, on peut cuire de la viande, on peut cuire... Ouais, je lui dis, mais en fait, on peut s'en servir aussi de pot de fleurs. Aussi. Vous voyez, on peut s'en servir de plein de choses, en fait. C'est un contenant. On peut mettre de l'eau, on peut s'en servir pour s'asseoir, en tabouret, on peut s'en servir pour plein de choses, en casque. Je suis sûre que mes enfants s'en seraient servis en tant que casque si c'était pas aussi lourd. Vous voyez, je les soupçonne de faire ça. Donc, pour le coup, vous voyez qu'on est hyper bridé, et plus on est éduqué, plus on est bridé au niveau de notre créativité. Alors qu'au niveau professionnel, on va attendre de vous que vous ayez cette capacité d'être créatif pour pouvoir trouver des solutions. Encore une fois, vous projeter dans l'avenir, pouvoir imaginer des partenariats, imaginer des nouveaux designs, imaginer des nouveaux produits. Bref, ce sont des qualités qu'on va attendre de vous, quel que soit votre métier. Même si vous êtes chirurgien, on va vous demander d'imaginer comment vous pouvez sauver un patient. Quelle méthode il va falloir utiliser, et voilà, et des fois vous n'aurez pas forcément exactement la méthode qu'il faut par rapport à tel patient. C'est la créativité qui vous permet de faire un espèce de mix entre différentes techniques que vous avez apprises à la fac, plus des trucs que vous avez vus en cours, dans d'autres formations, plus un truc que vous aura dit votre grand-mère, peu importe, c'est ça, c'est la créativité qui permet de faire le lien entre tout ça et de générer des nouvelles idées. Mais au niveau scolaire, encore une fois, la créativité est très 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 bridée, parce qu'en fait, la scolarité forme des êtres humains conformes à la société, conformes voilà, à la fin, ils doivent avoir le même niveau, le même nombre d'acquis communs, en fait.
Donc le principe de l'éducation, on forme des civils, j'allais dire, on forme des citoyens, on forme des personnes qui ont un certain nombre d'acquisitions de connaissances communes, en fait. Donc on va à l'encontre de la créativité. On forme. On n'est pas dans de la créativité, on forme. Vous voyez, même en termes de représentation, c'est pas la même chose. Et puis la cinquième qualité que décrit Faisal Affili dans son TEDx, c'est le côté sociable. Donc il dit que les personnes qui justement ont cette capacité à développer, à réussir dans la vie plus que réussir à l'école, c'est le côté sociable. Parce que clairement, la personne qui est sociable à l'école, eh ben, c'est lui qui va être au cœur des intrigues, c'est celui qui va bavarder en classe, c'est celui qui va tricher aux examens, tout simplement, parce qu'il va donner aux autres les solutions, parce qu'il va aller demander, il va papoter avec ses collègues du sujet, alors qu'en fait, on n'est pas censé parler. Donc vous voyez bien que les qualités qu'il décrit là, elles sont pas totalement compatibles avec l'école. L'école, c'est un environnement où on doit se débrouiller tout seul. On est ensemble, mais finalement, le nombre de fois où on travaille tout seul par rapport au nombre de fois où on travaille en collectif, on a un ratio qui est pas proportionné pour favoriser le côté sociabilité. Donc on demande d'ailleurs aux enfants d'être très sociables à l'extérieur, c'est-à-dire dans la cour et à la cantine et choses comme ça, mais dans la classe, de travailler pour eux, de se taire, de ne pas parler entre eux. Bref, on a ce système-là qui vient former la personne, mais qui l'empêche finalement de développer sa sociabilité. On apprend aux enfants à se taire très tôt dans la scolarité. Ça fait partie des apprentissages. Je me souviens, première section de maternelle, il y avait une de mes filles qui avait une évaluation. Donc déjà, j'étais un peu choquée qu'il y ait des évaluations en maternelle, en petite section de maternelle. Mais du coup, elle avait des évaluations et je crois que c'était le premier semestre. Les évaluations, il demandait finalement où est-ce qu'elle en était de son niveau d'apprentissage des règles de vie, si elle arrivait à ne pas parler en classe, si elle arrivait à se taire quand la maîtresse parlait, si elle arrivait à... J'étais un peu choquée. Je vous rassure, la maîtresse était choquée aussi de devoir faire passer ces évaluations. Mais vous voyez bien que ce sont les attendus qu'on a des enfants. Et donc forcément, vous qui êtes là, moi qui suis là aussi, eh ben on est passé par un certain nombre de cases comme ça, qui sont venues brider notre sociabilité, brider notre créativité, nous empêcher finalement de rester sur une stratégie orientée objectif, orientée solution. Alors qu'en tant que bébé, je vous garantis qu'en tant que bébé, vous aviez une stratégie orientée solution. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous aviez faim, convention sociale ou pas convention sociale, vous étiez en train de développer toutes les stratégies possibles pour atteindre votre objectif, de manière la plus efficace possible. Pleurer, crier, demander, faire les yeux doux, ramper comme ça jusqu'à la nourriture, mettre n'importe quoi dans votre bouche. Vous étiez orienté objectif, clairement. Sauf qu'à un moment donné, on vous a dit qu'il y avait des heures, qu'on mangeait pas n'importe quoi, qu'on mangeait pas n'importe comment, qu'il fallait utiliser une fourchette. Vous voyez, donc la notion d'objectif est venue se complexifier. Vous voyez. Alors que clairement, si on a faim, pourquoi attendre alors qu'en fait, il y a de la nourriture dans le frigo. Vous voyez le principe. Donc, finalement, l'éducation, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit peu importe, elle est venue en fait brider. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui réussissent très bien dans leur vie ne réussissent pas à l'école parce qu'en fait, ils ont les qualités nécessaires pour la vie, mais ils n'ont pas les qualités nécessaires pour l'école. Encore une fois, moi c'est ma théorie à moi, mais pour moi, l'école forme de bons élèves. Elle ne forme pas forcément de bons professionnels. Surtout quand c'est pas une école professionnelle. Vous voyez, il y a des instituts professionnels, voilà, ça, ils ont un peu plus une orientation action, on va dire, qui sont autour de la pratique du métier. À la faculté, on forme des cerveaux, mais on ne forme pas forcément des futurs professionnels. Mais il y a peut-être besoin de passer par là. Hein. Je critique absolument pas le système. Bon, je le critique un peu, j'avoue. Mais je dis simplement que, en tant que professionnel, on va attendre de vous d'autres qualités que celles que vous aurez apprises à l'école. Et c'est très important à avoir en tête. En fait, on n'attendra pas de vous que vous soyez discret dans votre coin, que vous restiez bien dans le cadre, que non.
On va attendre de vous d'autres compétences, d'autres qualités, qui sont des capacités relationnelles, qui sont des capacités d'autonomie. Voilà, c'est ça qu'on va attendre de vous. Ok, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait des commentaires. Émilie qui nous dit, je choisissais 2-3 livres. Ouais, ça c'est par rapport à la biblio. Ouais, bonne stratégie. Stratégie orientée solution, tout à fait. Donc, ah si, on a connu MacGyver dans notre petite enfance. Ah ça va, tu me rassures, j'ai l'impression que j'avais 85 ans, quoi. C'est vrai qu'au collège, on avait des travaux en groupe, mais ça me faisait bizarre. Ben oui, en fait, parce qu'en fait, en tant qu'enfant, en tant que très jeune enfant, le côté social te gênait pas, en fait, probablement. Mais, à un moment donné, c'est devenu problématique parce qu'en fait, on t'a appris à te débrouiller tout seul, en fait. À être autonome, à faire tout seul, à pas demander. Voilà, donc c'est compliqué, en fait. Donc oui, c'est normal, ça fait bizarre. Et faire des exposés devant tout le monde, c'est bizarre. Et voilà. Ok, donc vous voyez que finalement, ce qui peut être une qualité dans un contexte peut être totalement un défaut dans un autre. On a parlé là des défauts, genre bavard en classe, dispersé pour les gens créatifs, forcément. Peut mieux faire pour les gens qui sélectionnent que les matières qui les passionnent. Non impliqué pour les gens qui sont orientés objectifs. Bref, vous voyez qu'il y a un certain nombre de défauts qu'on attribue à certaines personnes qui en fait sont des qualités dans un autre domaine. Et en fait, c'est le cas pour tout, parce qu'en fait, le biais, c'est vraiment la notion même de défaut et de qualité. Tout ça, ce ne sont que des caractéristiques qui, dans un certain contexte, sont des qualités, dans d'autres contextes, sont des défauts. Et quelles que soient les choses que vous avez marquées sur votre petite feuille que je vous ai invité à prendre tout à l'heure et sur lesquelles je vous ai demandé de noter vos qualités et vos défauts, dites-vous qu'en fait, toutes les qualités et tous les défauts, toutes les caractéristiques finalement que vous avez notées sur cette feuille peuvent être des défauts et des qualités, dans tous les cas. Donc, s'il y en a qui veulent me parler un petit peu de... Allez, on va partir sur les qualités. S'il y en a qui veulent me donner des qualités qu'ils ont notées sur leur petite feuille, dites-moi que vous avez noté quelque chose sur votre feuille, ou alors que vous pouvez noter tout simplement dans le chat. Quelles sont vos qualités? Émilie, toi, quelles sont tes qualités? Ou Audrey? J'ai vu qu'il y avait Audrey tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là. Quelles sont vos qualités, chers étudiants d'AMU? Ah, j'ai vu que quelqu'un avait répondu. Quelles sont vos qualités? Dites-moi dans le chat. Allez, on va essayer de prendre une qualité qu'on va détourner et pour lesquelles on va montrer qu'en fait c'est un défaut, et on va prendre des défauts qu'on va montrer en tant que qualité. Il y a des exemples assez... voilà, qualité... Merci pour m'avoir répondu. Donc, écoute, adaptation et vitesse d'apprentissage. Donc ça, c'est toi ce que tu avais noté par rapport à tes qualités à toi. Donc, par exemple, le fait d'être à l'écoute, on pourrait se dire effectivement c'est une qualité qui fait référence à de l'empathie, qui fait référence à machin. Mais si moi je veux quelqu'un qui soit justement autonome et qui soit pas... qui copine pas, qui passe pas son temps à copiner dans son travail, et qui soit vraiment en mode focus travail. Et voilà, peut-être que la notion d'écoute, du coup, je me dis, si elle est à l'écoute, si elle est à mon écoute, ça va, mais si elle commence à papoter avec les autres et qu'elle aime bien le relationnel et tout, peut-être que ça va être une employée qui va me faire perdre mon argent parce qu'elle va prendre plus de temps pour faire les choses. Tu vois, ça peut être une façon de le voir, en fait. Donc, ta capacité d'écoute, il faudrait voir à quel point c'est une qualité, à quel point parfois elle peut être un défaut. Et ce que c'est aussi, il y a des personnes qui disent qu'ils sont à l'écoute. Déjà, ils ne le sont pas forcément, mais il y a des personnes qui disent qu'ils sont à l'écoute et qui, en fait, derrière ça, en fait, ça va être le fait, je suis à l'écoute, mais en fait, du coup, moi, je m'écoute pas. C'est-à-dire que je fais par rapport à ce qu'on me dit. Donc, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui me dit je suis à l'écoute, mais ça peut me donner cette impression-là. Adaptation. Donc ça, on est vraiment sur les qualités classiques dont on peut parler en entretien d'embauche. Adaptation, dont je pourrais me dire ouais, c'est une bonne qualité pour le coup, mais jusqu'où elle peut s'adapter. C'est-à-dire que quelles sont tes limites
par rapport à cette adaptation. Personne n'est illimité en termes d'adaptation. Est-ce que tu es capable quand même de prendre position à un moment donné? Si par exemple tu prônes un boulot de médiation, le fait de pouvoir s'adapter, c'est bien. Jusqu'où tu t'adaptes? Est-ce que tu risques pas de te faire marcher sur les pieds? Est-ce que, tu vois, écoute et adaptation, si je vois les deux, encore une fois, ça dépend du poste. Hein. Mais voilà, ça pourrait très bien être aussi par exemple, quelqu'un qui aura une personnalité un peu caméléon, c'est-à-dire qui finalement s'adapte beaucoup, bah, ça peut être quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de personnalité, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui ne sera pas forcément un leader. Ça peut être, si par exemple je dois recruter dans un syndicat, j'ai besoin de quelqu'un qui s'adapte, ok, mais j'ai peut-être besoin de quelqu'un aussi qui a des opinions, qui est capable d'avoir des opinions et de les tenir, en fait, et qui s'adaptera pas, en fait. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Vitesse d'apprentissage, pareil, on est sur des qualités qui sont plutôt bien vues en entretien d'embauche, par exemple. Mais voilà, je me dis, si elle apprend vite, est-ce que ça veut dire qu'elle apprend bien? Jusqu'où tu pousses ton apprentissage, par exemple. Capacité d'apprentissage, c'est pas pareil que vitesse d'apprentissage. Mais avec l'adaptation, je me dis c'est peut-être quelqu'un qui va effectivement bien s'adapter à un nouveau contexte de travail, à de nouvelles façons, à une nouvelle technique qu'on mettrait dans l'entreprise. Voilà. Audrey nous dit optimiste. Optimiste, pareil, ça fait quelqu'un qui est plutôt dans la joie de vivre. Donc je me dis, voilà, c'est une personne qui peut apporter à la rigueur une bonne ambiance au travail. C'est quelqu'un qui, du coup, va peut-être être orienté solution plutôt que d'être orienté problème. C'est-à-dire que s'il y a un problème, hop, il va se dire, allez, c'est bon, on va y arriver. Donc hop, 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 je mobilise les ressources dont j'ai besoin ou les astuces dont j'ai besoin, le matériel dont j'ai besoin pour pouvoir réagir. Et en même temps, si on le voyait en côté négatif, on pourrait se dire, bah, quelqu'un qui est trop optimiste, bah, c'est peut-être quelqu'un qui va pas oser voir qu'il y a un problème, en fait. Qui va pas vraiment aller au conflit ou qui va pas savoir s'arrêter, en fait. Par exemple, dans les gens qui font du burn-out, il y a beaucoup de gens qui sont optimistes, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont un peu trop optimistes par rapport à la situation, à leur capacité. Voilà. Est-ce que optimiste, à un moment donné, si on le pousse un peu, est-ce que c'est pas un défaut d'évaluation de la personne, de la situation? Donc voilà. Donc, bon. Là, c'était vraiment pour descendre des qualités. Donc vous allez voir que c'est juste histoire de dire que finalement, tout ce que vous pensez être une qualité n'est qu'une caractéristique. Tout ce que vous pensez être un défaut est en fait une caractéristique. Ça dépend ce que vous en faites. Donc sérieuse, gentille. Sérieuse, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que tu es rigoureuse? Est-ce que tu es juste froide au travail? Est-ce que... voilà, sérieuse, ouais, c'est sérieux. Est-ce que c'est grave? Non, j'imagine un peu ce que ça veut dire. Gentille, pareil. Ça, c'est clairement la qualité défaut. C'est-à-dire gentille, mais jusqu'à quel point, quoi. C'est un peu ce qu'on dit hein, quand on dit l'expression trop bon, trop... C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui est gentil, ça dénote pas forcément d'une grande personnalité. C'est un peu plat en termes d'intensité, de qualité. C'est un peu conventionnel aussi. Qu'est-ce que tu entends exactement par gentil en fait, Émilie? Bon, j'imagine que tu es quelqu'un de gentil, il n'y a pas de souci. Hein, je pense qu'ici, on est beaucoup à être gentil. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? Quelle est la plus-value de ça, en fait? En tout cas, au niveau professionnel, si tu me réponds ça en entretien, je vais me dire quel est mon intérêt à moi d'avoir des gens gentils dans mon entreprise. Souriante, même si je ne sais pas si ça rentre dedans. Souriante, ça dépend pour quel boulot. Souriante, ça peut être intéressant effectivement pour des boulots de commerciaux, de relations clientèle, pour une secrétaire. Pour quelqu'un qui est justement dans la vente, le commerce, le partenariat, ça peut être hyper intéressant. Pour d'autres boulots plus techniques, ça peut être intéressant pour l'esprit d'équipe, mais sinon, voilà, si tu vas travailler dans une usine et que tu vas un peu comme dans... c'était dans quoi? Je me souviens plus du titre du film de Chaplin où il fait comme ça avec des boulons là. Bref, il est dans une usine et il doit boulonner tout le temps. Bah pour ce truc-là, être souriant, je sais pas si c'est vraiment une grande qualité. Tu vas peut-être perdre ton temps, en fait.
Mais oui, en fait c'est ça, hein, faut vraiment avoir la notion euh, voilà, chaque qualité est un défaut caché, chaque défaut est une qualité cachée. C'est super intéressant de voir l'autre versant des qualités. Ouais, en général on fait l'inverse en fait. En développement personnel, on a tendance à prendre des défauts qu'on retourne en qualité, mais moi je me dis c'est important aussi de faire l'inverse parce que justement les gens qui sont pétris dans la croyance qu'ils ont certaines qualités et qui en fait ne se rendent pas compte qu'en fait de l'autre côté, quelqu'un peut très bien percevoir ça comme des défauts. Le côté gentil, mais qui a envie d'embaucher quelqu'un de gentil? Si imaginons je suis dans la vente, ouais j'ai envie de quelqu'un qui soit souriant, ok, mais est-ce que j'ai envie d'une vendeuse qui soit gentille? Ça dépend du milieu. Peut-être que si on est dans vraiment le commerce de luxe, où vraiment il y a un temps par client qui est vraiment très important et que le côté cocooning peut être important, pourquoi pas prendre quelqu'un de gentil? Si je suis dans de la relation clientèle, dans du hyper local avec voilà, un petit, je sais pas, petit vendeur dans un petit village où vraiment le relationnel est hyper important, peut-être que d'être gentil ça serait intéressant. Si je suis gérante je sais pas, de l'Apple Store, d'avoir des vendeurs gentils, aucun intérêt. Ça va même me dire, encore une fois, je vais avoir l'impression de perdre mon temps, perdre mon argent, parce que du coup, la personne ne sera pas dans de la vente, dans une démarche dynamique en fait. Le côté gentil manque de dynamisme, par exemple. Gentil, encore une fois, c'est un peu plat en termes de dynamisme. Vous voyez, sauf si vous l'amenez vraiment en mode, moi, en fait, ma grande qualité, c'est que je suis une vraie gentille. Pas une gentille gentille, mais une vraie gentille. Et là, ça change tout. Donc là, on est d'accord qu'on repart sur l'importance du non-verbal qui va venir appuyer le verbal et qui va venir totalement changer le sens du verbal. Mais si vous arrivez en disant « moi, je suis une vraie de vraie gentille », c'est-à-dire que je suis capable de me démener pour le bien de l'autre. Si je pense qu'un client doit acheter le produit et que c'est vraiment ce qu'il lui faut, ma façon d'être gentille à moi, c'est vraiment de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse bénéficier de ce truc-là si vraiment je pense qu'il peut l'avoir, quoi. Donc il y a vraiment cette notion-là où le non-verbal va venir vraiment booster ou adoucir votre verbal et la notion de qualité et de défaut. Tac, tac, tac. Je pensais pas trop au niveau professionnel, gentil pour l'écoute, serviable. Ouais, à l'écoute, serviable, encore une fois, ça dépend du boulot. Ça dépend du boulot. En tant que patron, en tant que client, j'ai envie d'avoir une hôtesse qui soit serviable, oui. Mais en tant que patron, est-ce que j'ai envie d'avoir une hôtesse qui soit serviable? Moi, j'ai envie d'une hôtesse qui soit rapide, rigoureuse, consciencieuse, qui soit opérationnelle, qui aime bien se challenger, pourquoi pas. Donc, il faut vraiment avoir l'idée de, quand je vais à un entretien d'embauche, qui je vais rencontrer. Je rencontre pas le client, je rencontre le patron. C'est pas le même interlocuteur en fait. Donc c'est pas les mêmes besoins, c'est pas exactement les mêmes attendus. Les temps modernes, mais oui, mais c'est ça, les temps modernes. Je savais qu'il y a une histoire de temps. C'était la course à la montre, rien à voir. Les temps modernes, tout à fait. Donc par rapport à vos qualités, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous voyez que des qualités peuvent très facilement passer en défaut pour un interlocuteur ou même pour vous si vous y pensez. Et d'ailleurs, en général, on a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que, justement, quelqu'un de gentil aura tendance à se faire un peu marcher sur les pieds. Quelqu'un d'à l'écoute aussi, peut-être. Ou à perdre son temps. Ou à être dans des relations un peu asymétriques. Où, du coup, elle prend beaucoup soin des autres. Du coup, moins d'elle et qu'il n'y a pas forcément de réciprocité. Quelqu'un... Alors, qu'est-ce que vous aviez pris comme exemple de qualité? Donc, à l'écoute, gentille, sérieuse. Encore une fois, sérieuse, pareil, c'est un peu plat en termes d'énergie. Rigoureuse et beaucoup plus pointue. Tu vois, quelqu'un qui me dit qu'il est sérieux, je me dis, est-ce qu'il l'est vraiment? Parce que justement, ça fait pas très sérieux comme mot. Bizarrement. C'est très clair. Mais voilà. Encore une fois, optimiste, il peut y avoir les deux. Un optimiste, pour moi, ça va être... voilà, c'est un candidat au burn-out, quoi. Moi, je suis une vraie optimiste, mais je suis une vraie candidate au burn-out aussi. Je fais gaffe. Je vous rassure, je fais hyper gaffe. Maintenant que je le sais. En tout cas, les gens optimistes ont tendance justement à beaucoup travailler, à prendre la vie du bon côté aussi. Mais on peut avoir ce côté-là aussi.
Ok, maintenant je vais vous demander quels sont vos défauts. Mettez-moi dans les commentaires vos défauts. Vraiment les trucs que les gens vous disent sur vous, les trucs que vous-même vous vous dites sur vous, les trucs que vous diriez aussi à un employeur. Alors mettez-moi, hein, si c'est le truc que vous allez dire à l'employeur je dis ça, mais dans la vraie vie c'est ça, et ce que les gens disent de moi c'est ça. Ça va vous obliger à écrire beaucoup sur le commentaire, mais en tout cas vous allez voir déjà qu'il y a 3 niveaux différents. Et que parfois, ben, il y a moyen de retrouver un peu d'authenticité et de lien entre ces 3 niveaux. Donc la plupart du temps, les gens qui sont en entretien d'embauche, quand on leur demande leurs défauts, c'est quelque chose qui déstabilise assez. Parce que ben, on nous demande à nous de dire ce pourquoi, finalement, l'autre pourrait ne pas nous embaucher, quelque part. Donc c'est un peu déstabilisant, c'est ce qu'on appelle une question piège. Même si c'est pas forcément l'objectif du recruteur. Mais en tout cas, il peut y avoir ce truc-là, un petit peu d'inconfort, voilà, qu'il faut bien que je choisisse ce que je dis, sinon la personne risque quand même de pas me prendre à cause de cette réponse-là, en fait. Donc, pendant que vous écrivez vos défauts, ou en tout cas les défauts que vous voulez partager avec nous ici, hein, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de tout déballer. Hein. C'est vraiment selon votre bon vouloir et selon voilà, selon comment vous êtes à l'aise avec ce média-là. Donc en fait, partez du principe que quand on vous demande ça en entretien, donc que ça soit en entretien de recrutement, en entretien même de recrutement de master, puisque Émilie vient de passer des recrutements de master, donc des fois ça fait partie des questions qu'on peut poser sous différentes manières, mais des fois on la pose. Ben en fait, dites-vous qu'il y a plusieurs stratégies possibles de la part du recruteur. Donc déjà, ça peut être tout à fait une question conventionnelle. C'est-à-dire, le recruteur n'est pas un professionnel du recrutement et du coup pose cette question-là parce que il se dit qu'il faut poser cette question-là dans les entretiens. Il ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Peut-être même qu'il la trouve un peu idiote, finalement, cette question-là. Et du coup, il n'en attend pas forcément grand-chose, mais ça reste quand même un peu compliqué pour vous parce que vous allez donner accès à des choses auprès de quelqu'un qui ne saura pas forcément quoi en faire. Donc le côté, la stratégie juste conventionnelle, je pose cette question parce qu'en général on la pose. 2, et là on va rentrer sur des niveaux stratégiques un peu plus élevés, on peut être sur de la question stratégique pour vous déstabiliser. Donc, on vous déstabilise en vous demandant des trucs personnels, puisqu'en fait, on est sur encore une fois, du moment où on est sur les qualités, on est sur votre personne, en fait. Hein, même si c'est des qualités professionnelles, on vous demande de parler de vous. Donc, c'est déstabilisant. Donc, le but, ça peut être de vous déstabiliser pour voir comment vous réagissez quand on vous déstabilise. Maintenant, les gens qui font cette stratégie-là, dans ce but-là, ne sont pas non plus idiots. Ils savent que maintenant tout le monde sait qu'on pose cette question-là et du coup que vous allez être préparé. Donc ça permet aussi de voir si justement vous avez préparé votre réponse. C'est-à-dire comment vous envisagez les choses qui pourraient être inconfortables et comment vous les amenez. Vous voyez que ça réfléchit dans la tête des recruteurs. Hein. Surtout que le recrutement est une discipline. Hein. Il y a des gens qui ne font que du recrutement toute la journée. Donc ils sont experts du recrutement. Ils ont des formations pour faire du recrutement, ils savent exactement comment poser les questions, ils savent exactement à quel moment il faut les poser, et ils savent exactement quoi observer quand on vous pose la question. Et donc, si ils sont dans cette stratégie-là, si vous répondez trop vite, ça veut dire que concrètement, vous avez hyper préparé votre truc, et que vous étiez presque dans l'attente qu'on vous la pose. Et donc ça peut dénoter, finalement, si vous répondez trop vite, une forme d'impatience ou de difficulté à gérer vos émotions finalement et du coup un manque de spontanéité au final puisque du coup vous n'allez pas vraiment répondre la vérité, vous allez répondre ce que vous avez préparé. Vous voyez ? Donc ça peut donner des indications comme ça aux recruteurs. Donc dans tous les cas, quand on vous pose la question, prenez un peu le temps de réfléchir. Dans tous les cas. Ne serait-ce que pour réfléchir à la manière dont on vous a posez la question, pour vous laisser le temps de préparer votre réponse, même si clairement vous l'aurez déjà préparée. Hein, parce que, encore une fois, hein, si vous ne l'avez pas du tout préparé, ça veut dire quoi ? Ça envoie quoi comme message au recruteur ? Ça envoie le message au recruteur que vous n'avez peut-être pas passé beaucoup d'entretiens,
Donc vous n'êtes pas vraiment engagé totalement encore dans votre démarche de recherche d'emploi, de recherche de stage ou je sais pas trop quoi. Que peut-être vous ne vous connaissez pas, si vous attendez trop de temps. Voilà, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités et ses défauts, ça peut envoyer l'image de quelqu'un qui justement ne se connaît pas, n'est pas en capacité de s'évaluer. Et du coup, ça peut être un problème pour le milieu professionnel de ne pas avoir cette capacité d'évaluation de soi-même. Vous voyez? Donc ça peut être des choses comme ça. Donc ça peut avoir aussi un autre niveau stratégique, c'est si par exemple le recruteur vous pose cette question-là pour voir si c'est cohérent avec ce que vos anciens patrons disent de vous. Si par exemple vous dites dans votre entretien que votre qualité c'est d'être ponctuel et d'être rigoureux dans votre travail et que votre ancien patron ils l'ont appelé et qui dit que vous étiez tout le temps en retard, que vous arrêtiez pas de poser des arrêts maladie pour rien et que voilà, et bien là clairement vous prenez un risque parce que concrètement ça ne correspond pas à la réalité, à ce qu'ils peuvent comparer et du coup vous prenez le risque de ne pas être pris justement parce que vous risqueriez de passer pour quelqu'un qui ment, qui triche, qui est capable de tout. Et ça peut être très bien aussi si vous êtes dans un milieu où on cherche des requins. D'accord? Les manias de la finance et les choses comme ça. Si on voit que vous êtes capable de tout, y compris de mentir, et que ça passe et que ça paraît cohérent, et que vous avez bien bluffé le truc, mais qu'ils l'apprennent après, ça peut très bien être une qualité. Vous voyez, encore une fois, défaut, qualité, ça dépend vraiment du contexte, en fait. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux stratégiques. Donc le côté conventionnel, je pose cette question parce qu'il paraît qu'on la pose, mais je ne sais pas quoi en faire. Le côté déstabilisation, voir un peu comment la personne réagit quand on l'amène sur un terrain inconfortable. 3, voir finalement si vous avez bien préparé votre truc, si vous avez la capacité de vous auto-évaluer. Et 4, le croisement d'infos. Encore une fois, si vous allez dans des cabinets de recrutement, très souvent, ils font du croisement d'infos. Donc ça, c'est très important. D'où l'importance de donner des qualités et des défauts qui sont vrais, en fait. Qui sont vrais pour vous et que vous allez pouvoir justifier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je suis ponctuel ». Ok, qu'est-ce qui me le prouve? Ça me le prouve si vous êtes arrivé à l'heure à l'entretien. Si vous êtes arrivé en retard à l'entretien et que vous me dites dans vos qualités que vous êtes ponctuel, à voir, il faudra peut-être le justifier. Il faudra peut-être expliquer le pourquoi du comment. Peut-être que si vous arrivez en retard à l'entretien, vous pouvez peut-être commencer en disant « Désolé, je suis jamais en retard, ça fait partie de mes principes de fonctionnement. Et là, vraiment, indépendant de ma volonté, mais voilà, excusez-moi pour ce retard. » Et là, vous pourrez dire que, effectivement, dans vos qualités, c'est le fait d'être ponctuel. Là, ça aura du sens. Par contre, si vous dites rien en arrivant en retard, un quart d'heure en retard, là, clairement, vous n'êtes pas crédible, en fait. Alors, que me dites-vous dans les commentaires? Heureusement, ça s'est pas encore passé. Le côté défaut-qualité. J'aime bien rien que le smiley que tu as mis, Émilie, par rapport à ton commentaire. Donc, c'est la bouche en mode comme ça. En fait, ça dit comment tu es à l'aise en fait avec la question. La question des qualités et des défauts. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez courant. Alors, il y a différentes façons de la poser. Il y a quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Moi, ce que j'aime bien poser quand je suis dans du recrutement, parce que je fais pas mal de recrutement par rapport à mon association, c'est justement auprès de psy. Du coup, c'est la question, ça va être par exemple, donnez-moi les bonnes raisons pour lesquelles je devrais vous choisir vous. Et donc là, c'est une question qui est un peu vicieuse parce que du coup, ça demande de se positionner par rapport aux autres. Mais en gros, c'est vraiment cette question-là, en fait. Et là, ça va être... La question est un peu différente parce que je ne pose pas forcément la question de la qualité de la personne. Mais voilà, ça pose la question de manière plus ouverte. Moi, je préfère cette formulation-là qui me parle plus parce que ça va parler de la motivation, quelque part. Ça va parler du contexte. Ça va parler de quelles sont ses particularités à elle, à cette personne. Voilà, ça va... Capacité d'élocution aussi, je vais pas lui demander des mots, du coup la personne va être obligée de parler un petit peu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, voilà. Moi, je préfère cette façon de parler comme ça. Mais en tout cas, Émilie, le petit smiley que tu as mis, ça montrerait que tu n'es pas très à l'aise avec cette question. Donc, ça vaut le coup vraiment de te mettre à l'aise avec cette question. Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question.
elle est assez conventionnelle, elle risque de passer dans tous les cas. Donc tranquillise-toi par rapport à ça, prépare-la. Et tu verras que ça, à force, tu seras plus à l'aise avec ça en fait. Donc il y a Diane qui dit et dans la vraie vie, je peux être rancunière, trop exigeante et maladroite. Ok. T'avais mis quoi tout à l'heure comme qualité? Perfectionniste. Ok. Ah non, c'était pas tes qualités, c'était tes défauts. Donc dans les défauts, tout à l'heure, Diane disait perfectionnisme, impatience, tête en l'air. Alors, perfectionnisme, clairement, c'est le défaut que les recruteurs en ont assez de l'entendre, pour le coup. Parce qu'à un moment donné, on recommandait à tout le monde de dire perfectionniste dans les défauts. C'était vraiment un truc qui avait circulé énormément. Voilà, dès qu'on formait quelqu'un, on disait alors oui, sur la question des défauts, dis que tu es perfectionniste, comme ça fait bien, ça veut dire que tu es rigoureux, tout ça. Donc en fait, c'est une qualité cachée. Alors oui, c'est une qualité cachée. Et ça parle d'énormément de qualité derrière cette notion de perfectionnisme. Ça veut dire que tu as une vraie volonté de bien faire. Ça veut dire que tu es capable de mobiliser des ressources et de l'énergie au service d'une action. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont trop entendu. Donc si tu es dans un cabinet de recrutement, le côté perfectionniste, même si c'est vrai, ils risquent de penser que tu dis ça parce qu'en fait, tout le monde dit ça. Donc c'est devenu pas très original, même si à la base, c'était une bonne idée. Donc, impatiente. Donc le fait d'être impatiente, pareil, ça fait partie des défauts qu'on propose aux gens maintenant de donner. Mais attention à l'effet de mode aussi. Derrière le côté impatience, il peut y avoir effectivement le côté voilà, j'ai envie d'avoir les choses tout de suite. Quand je pose une question, j'ai envie d'avoir tout de suite la réponse. Du coup, je vais mobiliser, voilà, faut argumenter un peu. Du coup, je vais vraiment me donner les moyens d'atteindre mes objectifs maintenant, d'acquérir les ressources dont j'ai besoin maintenant pour pouvoir atteindre mon objectif. Voilà, ça montre un côté volontaire en fait derrière l'impatience. C'est pas juste de l'impatience passive, passive-agressive même, où tu vas râler dans ton coin, machin. Ça peut donner un aspect, je suis impatiente mais je me donne les moyens de cette impatience en fait. Et tête en l'air. Tête en l'air, du coup, tu vois, perfectionniste et tête en l'air, ça va pas trop ensemble en fait. La personne pourrait dire, mais comment tu peux être perfectionniste et tête en l'air en même temps? C'est exactement ça. Ce que les gens vont regarder aussi, c'est l'incohérence entre les différents items en fait. Donc, ouais, tête en l'air, c'est un défaut que tu peux mettre. Je pense que tu peux effectivement le mettre dans tes défauts par rapport à un recruteur, du moment où tu dis, mais j'en ai conscience et je travaille dessus. Et ça va beaucoup mieux. J'ai mis en place des procédures, voilà, je sais m'organiser maintenant dans mon travail. Je garde un petit côté tête en l'air aussi, voilà, comme ça, mais je sais maîtriser le truc et maintenant, voilà, c'est un défaut, effectivement, mais je travaille dessus. Du moment où vous dites que vous travaillez dessus, que vous en avez conscience, ça reste, tous vos défauts sont acceptables en fait. Donc Émilie nous dit timide, discrète, perfectionniste. C'était les 3 premiers que j'ai mis. Ok. Donc, timide, ça peut être effectivement un défaut qui peut très bien s'entendre au niveau d'un recrutement, même si c'est un peu classique, on va dire. Voilà. Les trucs à éviter, c'est vraiment manque de confiance en moi. À la rigueur, timide, ça passe, parce que ça parle d'une attitude. J'ai une attitude timide et discrète, mais ça parle pas d'un trauma profond, un truc hyper... à travailler chez un psy, quoi. Non, la timidité, ça peut passer. Voilà, je suis timide, discrète. Ce que tu peux mettre aussi timide par rapport au fait d'être timide et discrète. Alors discrète, pour le coup, ça peut être une qualité. Hein. Ça dépend où tu postules. Mais par exemple, par rapport à la timidité, tu peux ajouter « Je suis timide, notamment quand je viens juste d'arriver dans une entreprise, mais en général, une fois que il y a quelques jours qui sont passés, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'apprends à connaître les gens et là, à ce moment-là, la timidité s'efface. Donc, tous vos défauts, vous pouvez les nuancer, notamment les nuancer dans le temps. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, timide, ouais, je suis timide surtout au début, en fait. Après, ça va beaucoup mieux, je suis plutôt à l'aise avec les gens, ça passe bien, voilà. Et, par contre, ouais, tu peux dire aussi, je suis timide, mais je me soigne. Il y a vraiment ce côté-là. Voilà, je travaille dessus, je fais énormément d'efforts, voilà, pas de souci. Dites pas que vous allez chez le psy, par contre. Évitez. Au premier entretien, c'est quand même un peu chaud.
Discrète, encore une fois, ça peut être une qualité. Si vous travaillez par exemple dans du secrétariat, dans du milieu médical, dans des milieux où il y a des données confidentielles, voilà, ça peut être tout à fait une qualité dans le sens où vous êtes capable de garder des données confidentielles. Vous êtes capable parce que justement, vu que vous êtes discrète, bah, du coup, vous gênez pas, par exemple, mais du coup, vous gardez aussi ce que vous savez pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas faire les potins du coin à la machine à café. Vous voyez, donc ça peut être une qualité aussi. Voilà, on dit de moi que je suis plutôt discrète, ce qui est plutôt une bonne chose finalement quand on travaille dans un milieu où il y a des données confidentielles comme votre entreprise par exemple. Voilà, vous pouvez dire des choses comme ça. Perfectionniste, on en a déjà parlé. Pap, pap, pap. Donc voilà, c'était ça. Diane nous disait, dans la vraie vie, rancunière, trop exigeante et maladroite. Ben, perfectionniste et trop exigeante, on est sur le même, exactement la même chose, la même caractéristique, mais tu vois, présentée de deux manières différentes. Si tu arrives en entretien et que tu dis je suis trop exigeante, ça passera moins bien parce que ça donne une forme un peu rigide, plutôt que perfectionniste ou... Oh, la perfection, c'est bien quand même. Ça passe mieux. Maladroite, ouais. Ben, maladroite, ça va avec le côté trop exigeant, j'imagine. C'est-à-dire un peu rigide, en fait. C'est-à-dire que j'imagine que quand tu as une idée en tête, bah, du coup, peut-être que tu as du mal à la faire passer. Alors, en tant que psy, je vois marquer sur la même ligne rancunière, trop exigeante et maladroite. En termes de profil de personnalité, je me dirais attention à la colère. Tu vois, si j'étais en recrutement, moi, encore une fois, en tant que psy, alors, il faut savoir que les gens qui font du recrutement, certains ont des formations de psy. Il y a énormément de psy qui passent dans des entreprises de recrutement, donc il se peut que vous soyez à un moment donné recruté par un psy. C'est pas la majorité, hein. Donc voilà. Mais quelqu'un qui me dirait rancunière, trop exigeante et maladroite, même si tu l'as mis dans la vraie vie, pas dans le milieu pro, hein, bien sûr. Mais si jamais dans le milieu pro, tu me disais ça comme défaut, je me dirais ah, attention à la gestion de la colère. Peut-être qu'elle n'a pas la capacité à dire vraiment ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle a tendance à garder pour elle et après que ça peut éclater. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, dans la vraie vie, là, on passe à Audrey. Besoin de contrôler quand on me demande quelque chose. Je donne jamais la réponse de suite. Besoin de réfléchir, etc. Ok. Donc, dans le boulot, un peu pareil. Je suis ok pour le changement, mais doucement. Ok. Donc, on est quand même dans de l'inhibition au changement. Que je me pose et que je réfléchisse. Je sais pas trop ce que je dirais à un employeur du coup. Ok, alors pour le coup, ça peut être justement une qualité dans le sens... En fait, tu peux utiliser exactement la même chose, la même caractéristique, présentée en qualité ou présentée en défaut, ça c'est vraiment à toi de voir. Mais en tout cas, parce qu'il y a quand même la notion de réflexion. C'est-à-dire que dans tes qualités, ça peut être par exemple, je suis quelqu'un de réfléchi. C'est-à-dire que quand je m'engage sur quelque chose, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Pour lesquels j'ai regardé les conséquences. Voilà, j'aime pas m'engager à la légère. Moi, quand je m'engage, c'est un vrai engagement, par contre, mais c'est un engagement qui est pondéré, qui est mesuré, qui est réfléchi. Tu peux dire les choses comme ça. En côté négatif, tu peux dire, bah, par contre, j'ai du mal à m'engager parfois. Voilà, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir. Des fois, voilà, c'est pas forcément énormément de temps. Mais des fois, je suis un peu longue à me décider. Je suis pas très réactive sur les décisions. J'ai besoin de réfléchir avant de me décider. Ça peut être des choses comme ça. Manque de réactivité, manque de spontanéité. Voilà, besoin de temps. Ça peut être mis du coup dans les défauts. Alors, défaut aussi, rancunière. Salut Patty. Rancunière, timide. Alors, timide, on en a déjà parlé. Rancunière, il y a vraiment la notion de la gestion de la colère. Qui peut venir effectivement être embêtant pour le côté professionnel. Alors, à un niveau, là par exemple, rancunière, c'est une qualité, enfin une caractéristique personnelle, c'est pas une qualité professionnelle. Tu vois, par exemple, au niveau professionnel, on parlerait pas du côté rancunier, qui est vraiment un truc très perso. En termes professionnels, ça serait quoi Alors, ça serait quoi? Ça serait... par exemple, tu vois, tu pourrais le mettre en qualité en mode j'ai une très bonne mémoire.
Mine de rien, un rancunier a une excellente mémoire en général. J'ai une très bonne mémoire de comment se passent les choses, des événements qui se sont passés dans le passé. J'arrive à analyser pour dégager des invariants ou imaginer des conséquences aux choses. J'ai un côté un peu visionnaire comme ça. Tu vois, ça serait vraiment le côté... on pourrait dire des choses comme ça en fait avec quelqu'un qui est rancunier. Encore une fois, hein, derrière chaque défaut, il y a des qualités. Un rancunier est quelqu'un qui est visionnaire et associé à ses émotions, à la capacité d'être en colère quand même, à la capacité de gérer d'une certaine manière ses émotions, c'est-à-dire qu'il n'explose pas tout de suite, il explosera plus tard. Il y a le côté bombe à retardement hein, chez le rancunier, mais du coup, sur le coup, il a quand même la capacité d'encaisser. Et puis, encore une fois, il y a la mémoire qui vient derrière. Donc, je prends du temps pour répondre quand quelqu'un m'agresse. Rien que le fait que tu emploies le mot « quelqu'un m'agresse », je te renvoie à la vidéo sur le triangle de Cartman, avec la posture de victime. En fait, là, clairement, on est... Alors, pour ceux qui ont suivi ce live-là sur le triangle de Cartman, rancunière, je prends le temps pour répondre quand quelqu'un m'agresse. On est clairement dans la posture de victime, bourreau-sauveur. On est vraiment sur ça. Donc, ça peut être intéressant pour toi, Patty, de regarder ce live. Peut-être que ça t'aidera, peut-être pas. Hein. Peut-être que tu vas te dire, mais ça n'a aucun rapport avec moi et ça serait ok aussi. Hein. Encore une fois, je décrypte que sur une phrase. Donc, désolée si ça ne te correspond pas, mais en tout cas, il y a ce côté... Je prends le temps pour répondre quand quelqu'un m'agresse. On est vraiment sur le côté bombe à retardement. Donc ça poserait la question de la gestion des émotions et de la perception de la réalité. Parce que qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un t'agresse? Dans la vraie vie, les agressions réelles, donc c'est-à-dire quand quelqu'un vraiment s'adresse mal à quelqu'un d'autre de manière intentionnelle, c'est hyper rare en fait. En général, les gens sont plutôt maladroits, les gens n'arrivent pas à communiquer. Mais c'est rare qu'on agresse vraiment une personne avec une intention d'agresser. Je ne réagis pas rapidement. Donc par exemple, toi dans ton profil, si tu me disais ça dans un recrutement, je me dirais je la prends pas parce que c'est une cliente pour le harcèlement, en fait. Tu vois, donc j'aurais un petit problème en termes de risque psychosocial et de risque que tu n'arrives pas à t'adapter en fait dans un environnement, si peu qu'on soit dans un environnement où il y a un peu de compétition, où il y a des objectifs à atteindre, où il y a un peu de pression, j'aurais peur que tu te fasses bouffer en fait. Donc Émilie nous dit, c'est drôle que même dans les défauts, qualités, il faut de l'originalité. Mais en fait, c'est le principe d'un défaut et d'une qualité. Hein. C'est vraiment... Encore une fois, défaut et qualité, c'est une histoire de se différencier. Si par exemple tu dis en défaut ou qualité, je suis quelqu'un de têtu, ou je suis un marginal, ou je suis excentrique, où je suis explosif, ce sont des défauts qualités, en tout cas des caractéristiques, et tu vois bien que dans ces qualités et ces défauts, il y a un niveau, une intensité émotionnelle qui est plus forte que quand on dit je suis perfectionniste, ou je suis calme, ou je suis... On n'est pas sur les mêmes niveaux d'intensité en fait. Le problème de l'originalité, c'est qu'en fait quand on te demande tes défauts et tes qualités, on a besoin de savoir qui tu es toi. Si tu as des défauts et des qualités qui sont communes à plein de gens, qui sont un peu plates en termes émotionnels, bah, du coup, on se dit, bah, en fait, elle n'a pas de personnalité. Elle a une personnalité plate. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est ce que traduit les mots que tu as employés. Et je pense que vraiment, tu ne te réduis pas à ça, Émilie. Je pense. Je pense que si tu dis ça de toi, c'est que tu n'es pas encore totalement sur ce qui fait que tu es toi. Tu es juste toi. T'es pas une gentille, t'es pas une... Non. Je crois que t'es pas là-dessus. Je pense que ça vaudrait le coup que tu demandes à tes amis ce qu'ils pensent de toi. Donc, bonsoir, aussi perfectionniste au travail. Ouais. Encore une fois, perfectionnisme et bombe à retardement, cliente pour le burn-out et le harcèlement. Attention, Patty. Attention, je t'aurais prévenu. Il faut prendre soin de toi, il faut apprendre à communiquer, à dire ce que tu as sur le cœur. Ça me semble très important. Par contre, si on dit qu'on a du mal à prendre des décisions, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient. Ben, on est dans le... Ça dépend du poste. Si c'est un poste à responsabilité, c'est compliqué. Par contre, si on dit qu'on a besoin de temps pour prendre des décisions, mais qu'au final on les prend de manière réfléchie, c'est pas un problème. Oui, effectivement, si tu dis
que tu as du mal à prendre des décisions, tu es plutôt indécise en général, c'est un peu compliqué. Non, c'est vrai que ça passera pas selon le poste que tu veux. Par contre, si tu dis, bah en fait, moi j'aime bien être drivé, j'aime bien qu'on me donne des objectifs, qu'on me dise ce que j'ai à faire, et dans ce cas-là, je suis vraiment au top du top parce que quand on me donne une direction claire, moi j'applique et j'adore. Tu vois, par exemple, quelqu'un je sais pas, moi j'ai travaillé par exemple pendant mes études, je travaillais à Quick. Oui, j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait plein de trucs, animatrice, Quick, enfin j'ai fait plein de trucs. Mais quand je travaillais à Quick, le fait que j'ai du mal à prendre des décisions ou pas, c'était pas forcément ça le plus important. Par contre, ils attendaient de moi que j'applique les procédures. Tu vois, et dans ce cas-là, avoir du mal à prendre des décisions, c'est pas un problème. Par exemple, le principe même des défauts que vous allez employer, que vous allez utiliser par rapport à votre poste, prenez des défauts qui ne sont pas contraires à votre poste. Si vous prenez un poste de PDG mais que vous avez du mal à prendre des décisions, effectivement, c'est un peu compliqué. Par contre, si effectivement vous travaillez vous postulez pour du fast-food et que votre côté, j'ai du mal à prendre des décisions, vous le montrez en mode j'aime bien être drivé, j'aime bien qu'on me donne des objectifs et qu'on me dise les procédures à appliquer et j'adore appliquer des procédures, et bien dans ce cas-là, là vous allez me montrer finalement une version de vous qui pourrait ne pas passer pour un chef d'entreprise, mais qui passera très bien pour ce type de poste. Par contre, un PDG qui dirait moi j'aime bien appliquer des procédures, ouais mais Gary, on attend de toi que ce soit toi qui les décide les procédures en fait. Donc ça va pas du tout. Donc ça dépend vraiment du poste que vous allez convoiter. Alors, je crois que j'ai loupé un truc. Ok. Patty qui nous dit, oui, je me souviens de tout quand quelqu'un me blesse. Encore une fois, le quand quelqu'un me blesse, c'est une formulation de victime. Dans le cadre du triangle de Karpman et de cette théorie-là, hein, bien évidemment. Par contre, tu pourrais dire effectivement, j'ai tendance à me souvenir des moments où je me suis sentie blessée. Et là, ça serait pas une posture de victime, ça serait prendre la responsabilité de tes émotions. Je sais pas si tu étais là pour le live sur le triangle de Karpman, encore une fois, il est dans les replays de cette page, de la page de Chloé Culture Crous. Ils sont tous, les replays, toutes les vidéos qu'on a faites, à part celles qui ont été coupées, qui ont eu des problèmes techniques et tout ça. Je pense qu'il y en a une ou deux qui sont passées à l'as. Mais sinon, tu vas les retrouver. Alors, je pourrais pas te dire exactement le nom. Attends. Triangle de Karpman, je l'ai vu quand? Ah là, c'était le 15 avril. Tu vois, j'ai mon planning sous les yeux. Je suis passée du post-it au planning, les filles. Donc, les filles. Il y a peut-être des garçons d'ailleurs dans ceux qui regardent. Donc, c'était le 15 avril. Et donc, j'ai mon planning à côté. Vous voyez, j'upgrade le niveau d'organisation. Alors. Oui, je me souviens de tout quand quelqu'un me blesse. Ouais, ça, on y était. C'est quelle date le live? Donc 15 avril. La vidéo a coupé pour moi pendant plusieurs minutes. La vidéo du triangle de Karpman ou celle-là? Pour le coup. Mais on serait autonome alors? Mais qui? Mais quoi? Émilie, décontextualiser ta phrase, je sais pas comment répondre à cette question. Si tu peux me réexpliquer un peu de quoi tu parles, on serait autonome. Par rapport à quoi? Alors attends, de quoi on a parlé? On a parlé de Quick, des PDG. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas être une victime. Ça, c'est encore une posture de victime. Non, en fait, encore une fois, la posture de victime, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on a développé, en fait, avec l'expérience, avec l'éducation, avec... voilà, et clairement, toi, tu as toutes les caractéristiques qui peuvent aller avec cette posture-là et qui peuvent justement t'amener à passer de posture de victime en prioritaire à la posture de bourreau quand t'éclates et quand t'exploses et à la posture de sauveur si t'essayes d'aider des gens qui sont dans ta situation, en fait. Donc re-regarde le live si tu peux. Ok, je tombe toujours sur le mauvais moment, mais je regarderai le 15 avril. Oui, le 15 avril, pour le coup. Je pense que je vous publierai la liste des lives, en fait, les dates des lives. Je les ai planifiés jusqu'à fin août, là. Donc je vous donnerai toutes les dates, comme ça vous pourrez regarder. Quand on ne prend pas de décision... Ah oui, alors attends. Alors je prends cette phrase-là, je l'ajoute à la phrase d'avant. Alors... Quand on ne prend pas de décision, mais on serait autonome alors?
Quand on prend pas de décision, est-ce qu'on serait autonome? Alors attends. Faut que j'en réfléchisse là. Quand on prend pas de décision, est-ce qu'on serait autonome? Je sais pas. Je sais pas. Là, je sais pas. Je fais pas le lien avec ce que tu as dit. Je suis désolée. Celle-là de vidéo, pas grave, je regarderai le replay de ce que j'ai loupé. Ah bah s'il y a que toi qui as loupé un petit bout, ça, effectivement, tu pourras regarder le replay. J'espère que ça n'a pas coupé pour les autres. J'ai l'impression que j'ai eu pas mal de réponses par rapport à tout ça. Donc vous voyez que toutes les caractéristiques, vous pouvez les renverser en qualité ou en défaut. Vous pouvez même utiliser la même caractéristique et l'utiliser dans les deux. C'est pas forcément un problème. Ça peut très très bien se faire. Et voilà, il faut juste avoir la conscience de qu'est-ce qui peut être attendu par l'employeur et qu'est-ce que je suis moi en fait. Le but d'un entretien d'embauche, c'est de se montrer soi. Le but, c'est qu'ils vous embauchent vous en fait. Donc ils ont besoin de vous voir vous. Si vous leur présentez quelqu'un dans les défauts et les qualités qui n'est pas vous, bah à un moment donné, c'est de la tromperie sur la marchandise en fait. Ils pourront même vous reprocher de leur avoir menti. Si vous dites que vous êtes hyper ponctuel alors que vous ne l'êtes pas, si vous dites que vous êtes timide mais que vous créez des embrouilles dès le premier jour, vous créez des embrouilles avec un tel ou un tel. Si vous dites que vous êtes hyper rigoureuse mais que votre bureau c'est un bordel sans nom. Enfin, à un moment donné, ils ont besoin de voir qui vous êtes vous pour embaucher la bonne personne, en fait. Donc, le but, c'est vraiment d'être authentique, d'être vrai. Et moi, je prône vraiment le vrai dans le milieu de l'entreprise parce que justement, j'accompagne au quotidien des personnes qui se retrouvent en burn-out, qui se retrouvent en souffrance au travail parce que, justement, ils se retrouvent à des postes qui ne sont pas faits pour eux. Mais en même temps, ils ont présenté les choses comme s'ils étaient compétents pour des choses alors qu'ils ne sont pas compétents. D'ailleurs, j'insiste aussi sur ce point-là dont j'ai oublié de vous parler. C'est que quand on vous demande vos défauts et vos qualités, on ne parle pas de vos compétences. Si on vous demande vos défauts et que vous dites je maîtrise pas l'anglais, je suis pas bilingue et j'utilise pas Word et Excel, vous êtes à côté de la plaque. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de vous et de votre personnalité, mais vous parlez de vos compétences. Peut-être qu'il y a des compétences que vous n'avez pas encore, mais les compétences, ça s'acquiert. C'est pas gênant. Pareil, on peut vous excuser un certain nombre de défauts s'ils sont temporisés, s'ils sont liés à un changement de contexte. Parce que oui, changer d'emploi, c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde, mais qu'il y a, encore une fois, un délai lié à ça. Voilà. En fait, tout peut être excusé en termes de défaut si c'est pas primordial pour le poste et si vous travaillez dessus, vous en êtes consciente, vous l'assumez. Voilà, j'assume. Voilà, quels sont moi mes défauts? Alors attends. Quels sont moi mes défauts? Si on me demande aujourd'hui, parce que mes défauts ont changé forcément, si on me demande moi mes défauts, justement, je dirais que je suis trop créative et que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Et que justement, j'en suis consciente et que du coup, j'essaie de structurer un maximum mon travail de manière à pouvoir avoir des points de repère, une guidance qui me permet d'être plus carré. Mais que j'ai besoin de ça, en fait. J'ai mis en place des choses pour compenser mon défaut, mais n'empêche que j'ai ce défaut-là. Mais en suis assez consciente pour pouvoir avoir mis en place des stratégies, par exemple. Donc, dites-vous juste, ok, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts? Est-ce que j'ai des choses que je peux mettre en place pour compenser mes défauts? Est-ce que je postule pas à un poste qui justement va me mettre pile poil là où je suis pas compétente et là où j'ai des défauts? Si par exemple vous n'arrivez pas à prendre, je sais pas, si par exemple votre grand défaut c'est d'être hyper timide, maladive et que vous n'arrivez pas à parler dès qu'il y a plus de 2 personnes, mais que vous voulez être formatrice dans un grand organisme de formation, à un moment donné, vous allez juste... c'est que vous n'êtes pas vraiment au clair entre qui vous êtes vous et qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a des étapes qui manquent en fait, il y a un travail qui manque, vous n'êtes pas prête. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais l'être. Encore une fois, les qualités, les défauts évoluent dans le temps. Le niveau de compétence évolue dans le temps aussi. Mais à un moment donné, il faut être en cohérence. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, aussi parler plus d'axes d'amélioration que de défauts. Encore une fois, on est sur cette idée-là. Vos défauts, ouais, c'est des axes d'amélioration en fait. Vous en êtes conscient, vous travaillez dessus. Et puis voilà, quoi, assumez-les. C'est pas grave, c'est ce qui fait que vous êtes vous.
C'est lié à votre histoire, c'est lié à ce que vous êtes. Très intéressant aussi pour travailler sur vos qualités et vos défauts, demandez autour de vous, aux gens qui vous connaissent et aux gens avec qui vous avez déjà travaillé, avec qui je sais pas, que vous côtoyez au quotidien, de vous donner vos 3 défauts, vos 3 qualités. Ça pourra toujours être intéressant, vraiment dans des démarches d'introspection, c'est hyper intéressant d'aller demander aux autres ce qu'on va... comment ils nous perçoivent, en fait. Et des fois, ça pique un peu. J'avoue, des fois, ça pique un peu. Mais en même temps, mais qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est toujours à remettre dans le contexte. Les personnes qui vont vous donner leur avis, c'est les personnes qui vous connaissent dans un certain contexte. C'est-à-dire que vos parents sont pas les bonnes personnes pour dire vos compétences professionnelles, par exemple. Par contre, vos compétences personnelles, peut-être. Si par exemple votre chambre est tout le temps en bordel, bah, du coup ils vont dire que vous êtes bordélique dans les défauts, alors qu'en fait au niveau professionnel, c'est pas du tout une caractéristique qui s'exprime. Vous voyez, parce que c'est pas le même enjeu. Donc demandez vraiment à vos proches de vous donner vos qualités et vos défauts de manière à pouvoir synthétiser tout ça et avoir une meilleure connaissance de vous-même. Ok, je vais m'arrêter là. Pour ce soir, je vais regarder les différents commentaires que vous avez laissés et après on clôturera sur ça. Ok. Émilie nous dit, si on doit nous driver, on nous donne des consignes pour qu'ensuite on fasse quelque chose. Oui. Bah, du coup, après, tu acquiers l'autonomie, effectivement. Parce que justement, tu as une ligne de conduite claire. Et si tu es dans un milieu professionnel où il y a une ligne de conduite claire, ce qui est le cas dans les fast-foods, dans les entreprises où il y a énormément de procédures, en fait. Les usines, si tu es dans du travail technique, bah, du coup, quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions dans un domaine hyper technique, mais hyper procéduré, où il a justement un N+1 pour pouvoir prendre des décisions et que lui, il n'a pas besoin d'en prendre, et ben ça lui ira très bien, en fait. Donc oui, tu vas pouvoir être autonome. Mais du coup, je pense qu'on pourrait être autonome dès qu'on sait quoi faire. Et oui, c'est exactement ça. En fait, c'est pas que tu sais pas être autonome, c'est que tu sais pas décider. Mais dès qu'on te donne la bonne démarche, t'appliques, tac, 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 tac. Et il faut des gens qui sachent appliquer, hein. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas d'avoir que des profils à la Einstein. Et, enfin, je veux dire, si on avait que des profils à la Einstein, on est d'accord que le monde s'écroulerait, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin que de personnes hyper créatives, on n'a pas besoin que de personnes qui soient hyper autonomes, on n'a pas besoin de personnes qui soient hyper leaders. Si on n'avait que des leaders sur Terre, mais je pense qu'on exploserait, en fait, ça marcherait pas. Il faut avoir des caractéristiques différentes. Je veux dire, par exemple, moi je suis plutôt un côté leader, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à générer des projets et à avoir des gens qui me suivent. Mais dès que je suis avec trop de gens comme moi, non mais ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai besoin de gens qui me suivent. Mais si les autres ont aussi besoin de gens qui les suivent, moi je les suivrai pas forcément parce que c'est pas ma personnalité. Et du coup on s'en sortirait pas en fait. Et je peux pas marcher si j'ai pas des gens qui me suivent. Enfin ça dépend. Ça dépend du contexte, mais en tout cas par rapport au projet que j'ai en tête, bah, c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y aura un sujet hypnose les semaines à venir? Alors j'ai reposé la question, j'en ai reparlé aujourd'hui avec alors c'est pas la directrice mais la personne du Crous. Ça fait vraiment pas partie des priorités en fait de ces soirées-là. Mais on verra s'il y a des... Voilà, par exemple la semaine prochaine... Alors est-ce que c'est la semaine prochaine? Ou alors est-ce que c'est demain? Demain par exemple, voilà, c'est demain. Demain on va parler du sommeil. Et du coup, dans le fait de parler sommeil, je vous donnerai des exercices d'auto-hypnose pour améliorer le sommeil. Donc oui, on va parler d'auto-hypnose et d'hypnose quelque part par rapport aux différentes thématiques. Mais je ne vous ferai pas forcément une soirée sur l'hypnose. À moins que j'ai prévu ça. Non, il n'y a pas de soirée sur l'hypnose. Ça ne fait pas partie des thématiques. Peut-être l'année prochaine. C'est vrai que demander aux autres peut être pas mal. Encore faut-il qu'ils osent nous les donner, car peut-être peur de nous blesser. Et bien le fait qu'ils aient peur de te blesser, ben, ça te donne de l'info aussi sur ta personnalité. Ben, t'es quelqu'un qui fait peur. Peut-être par le fait justement d'être instable émotionnellement, ou parce que t'as trop de caractère, ou parce que j'en sais rien, mais en tout cas c'est intéressant aussi. Il faut savoir relativiser et ne pas le prendre mal. Mais en fait, même le prendre bien, en fait, quel que soit
quel que soit ce que te dit l'autre, c'est une occasion d'apprendre des trucs sur toi, même si c'est très empreint de ses besoins à lui et de sa vision du monde et de ceci et de cela. Si tu as 15 personnes qui se connaissent pas, qui viennent te dire que tu es une égoïste, ça commence quand même à être intéressant comme panel d'enquête. Tu vois, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là ont cru ça? Donc, merci pour cette soirée. Pas évident de donner nos 3 qualités et défauts. C'est pas évident, mais encore une fois, tranquillisez-vous par rapport à ça. Dites-vous juste que, quels que soient vos défauts, vos qualités, le but, c'est que ça parle de vous et que ça colle au poste. Et que ça vous permette de vous mettre en valeur. En fait, même vos défauts vous permettent de vous mettre en valeur en tant que personne par rapport au poste. Il faut se préparer à tout entendre. Et oui, mais non, mais c'est intéressant. Enfin, encore une fois, n'ayez pas peur des autres. Hein. Enfin, en plus, les gens à qui vous allez demander, c'est les gens, a priori, pour lesquels vous avez un peu d'estime et tout ça. Donc c'est toujours hyper intéressant. À la rigueur, ils vont plus avoir peur que vous, quoi. Donc voilà, et puis qu'ils soient libres aussi de ne pas vous répondre si vraiment ils sont trop flippés, mais ça vous donnera de l'info aussi. Ok, on s'arrête pour ça, sur ça ce soir. J'espère que ça vous aura intéressé, donner quelques pistes par rapport à ces histoires de défauts et de qualité. Encore une fois, rien n'est un défaut, rien n'est une qualité. Vous avez toujours moyen de prendre cette caractéristique et de la montrer d'une autre manière. Donc tout ce qui vous semble être un défaut, même des défauts physiques, hein, tu vois, quelle est la qualité qui se cache derrière, je sais pas, un nez que je trouve pas joli, ou des grandes oreilles, ou... voilà, c'est quoi la qualité qui est derrière? Et même dans notre façon de réagir, si par exemple, dans mes comportements, il y a... voilà, je suis trop colérique, voilà, je m'emporte trop vite sur certaines choses, qu'est-ce que ça vient dire de moi? De mes qualités, de mes choses, des choses profondes qui sont là à l'intérieur et qui sont à vif et qui réagissent, c'est ok. C'est peut-être que finalement, le fait d'être colérique, ça veut peut-être dire que je suis quelqu'un d'engagé, ou quelqu'un qui a des principes, ou voilà, c'est hyper intéressant d'aller sur ce versant-là, en fait. Donc, renversez vos qualités, renversez vos défauts, dites-vous qu'il y a toujours 2 faces sur une pièce, et voilà. Et on se retrouve demain, du coup, pour la notion de sommeil. Allez, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, et à demain. Ciao, ciao.